Éthiopie, alerte à la sécheresse, près de 3 millions de personnes menacées par la famine. Nouvelle-Calédonie, la violence verbale, Jean-Marie Djibaou qualifie de traîtres les Kanaks qui collaborent avec la France. Le procureur de la République ouvre une information pour provocation et menace. Après le téléphone, à quand la carte de crédit pour les parcs-mètres? Le projet est prêt, nous l'avons testé. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Extrême urgence, danger de famine pour près de 3 millions d'Éthiopiens. C'est par ces mots et ce chiffre que commence l'appel lancé aujourd'hui à l'opinion publique internationale par le Secours catholique. En effet, après 2 années relativement fertiles, la pluie a de nouveau cessé de tomber et les récoltes attendues ne viendront pas. Ajoutez à ce fléau naturel les difficultés d'acheminer les secours dans ce pays bouleversé par la guerre civile depuis plus de 10 ans maintenant, la corruption qui y règne et vous aurez en main les principales données de la situation. 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants menacés par la famine. Mais au-delà de cette statistique éloquente mais qui reste abstraite, ce que je vous propose ce soir, c'est de constater dans une famille de paysans ce que signifie concrètement le mot sécheresse et ses conséquences. Dominique Torres, Claude Barnier. Ces paysans du Tigré ont 6 enfants âgés de 3 à 14 ans. Après 2 années de répit, la sécheresse a une fois encore frappé le nord de l'Éthiopie. Juin, juillet, août, sans une goutte de pluie. C'est maintenant, en octobre et novembre, que doit se récolter ce qui a été semé en juin. Ce paysan compte sur moins de 10% d'une récolte normale. Alors comment va-t-il nourrir toute sa famille? Nous sommes en train de préparer le déjeuner de notre famille. À cause de la sécheresse, tout ce que nous avons, c'est du maïs, seulement du maïs. Ici, avant, c'était plein de réserves de nourriture. Plein. Il y avait du blé pour faire notre crêpe, l'injera. Mais maintenant, voyez, c'est vide. Dans cette pièce, ici, j'avais des animaux, des chèvres, des moutons, que j'ai vendus pour acheter de la nourriture. J'ai tout vendu et maintenant, il ne me reste plus que cette unique vache. Vous la voyez, c'est la seule vache que j'ai. J'avais ici un jardin plein de tomates, de pommes de terre, de poivres. À cause de la sécheresse, cette année, il m'a été impossible de cultiver cette terre. Ici, il y avait de quoi nourrir ma famille. On n'a plus rien. À cause du manque d'eau, on ne peut plus rien cultiver. Avant, cet endroit était plein d'eau. Maintenant, cette eau ne suffit plus à nos besoins, ni pour nous, ni pour les animaux. Il faudrait une aide gouvernementale. Ce qu'il nous faut, c'est un lac artificiel. Il est encore temps, des solutions sont possibles. 6 millions d'Éthiopiens vivent aujourd'hui en sursis. Les positions se radicalisent en Nouvelle-Calédonie, où l'on est encore heureusement qu'au stade de la guerre des mots. Mais ses conséquences peuvent être graves. En effet, le procureur de la République de Nouméa a décidé d'ouvrir pour provocation et menace une information à l'encontre du leader indépendantiste Jean-Marie Djibaou, qui a déclaré « Les Kanaks qui collaborent avec la France sont des traîtres et nous devons les traiter sans pitié », ajoutant aussitôt, tout de même, que cela ne signifiait pas leur élimination physique. Roland Sicard. Le ton des indépendantistes s'est brutalement durci. Pourtant, le congrès de l'Union calédonienne, considéré comme la branche modérée du FLNKS, devait être sans surprise. Mais voilà, l'acquittement des auteurs de la fusillade de Yengen et la mort d'un jeune mélanésien tué il y a 10 jours par les gendarmes ont pesé sur tous les débats.
Un bon Kanak est un Kanak mort, a dit Jean-Marie Djibaou. Soyez vigilants, défendez-vous. Yéwéné en appelle quant à lui à la résistance. Nous disons maintenant aux gens, à nos gens, il n'y a pas de... C'est la résistance par rapport à une occupation. Organisez-vous et demandez pas d'instructions aux dirigeants. C'est dans ce cadre de la résistance que ça se fait. Par exemple, à Saint-Louis, une partie de la tribu qui tire sur des gendarmes, c'est de la résistance. C'est de la résistance. Dès samedi, le RPCR avait dénoncé ces propos, les qualifiant d'appel à la haine et d'incitation au meurtre. Aujourd'hui, le procureur de la République de Nouméa a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Yéwéné a fait savoir qu'il ne répondrait à aucune convocation d'une institution qu'il ne reconnaissait pas. À Beyrouth, après l'explosion jeudi dernier d'une valise piégée à l'aéroport, 5 morts. L'explosion d'une boîte de chocolat piégée à l'hôpital universitaire américain à Beyrouth-Ouest hier, 7 morts, 31 blessés. Eh bien, c'est une véritable psychose de l'attentat qui règne dans la capitale libanaise, qui a pourtant, vous le savez, l'habitude de vivre dans l'anxiété. Martine Laroche-Joubert. Ce sont d'abord les femmes qui sont aujourd'hui fouillées à Beyrouth. 2 attentats en 3 jours. À chaque fois, c'est une femme qui porte un colis piégé, une valise à l'aéroport de Beyrouth, une boîte de chocolat à l'hôpital de l'université américaine. 2 femmes, blondes d'après certains témoins, droguées peut-être, mortes dans l'explosion et dont l'identité reste inconnue. Une ruse de plus des terroristes, on se méfie moins d'elle, un procédé plus efficace aussi, un paquet peut exploser n'importe où. Les colis remplacent aujourd'hui les voitures piégées qui passent plus difficilement les mailles des contrôles syriens. Cet ordre syrien à Beyrouth-Ouest, la cible, semble-t-il, de ces attentats non revendiqués. Qu'ils soient organisés par des extrémistes chrétiens ou chiites, c'est un rejet tragique, une fois de plus, de l'emprise de la Syrie sur le Liban. Regain de tension dans le conflit Iran-Irak. Samedi et dimanche, les Irakiens ont intensifié leur raid aérien au-dessus de l'Iran et à Téhéran, un conseil de guerre prépare une contre-attaque. Que sera cette semaine sur les places financières internationales? Cela dépend en grande partie de l'accord éventuel entre le président américain Reagan et le Congrès de son pays sur une réduction du déficit commercial des États-Unis et aussi une augmentation des impôts des Américains. Jacques Abouchard. L'accord sur la réduction de l'énorme déficit du budget américain sera conclu cette semaine. C'est en tout cas la conviction de Ronald Reagan. Le président annonce même un chiffre. Le gouffre budgétaire serait réduit de 30 milliards de dollars, pour 2 tiers sous forme d'économie et pour 1 tiers, 10 milliards, par une augmentation d'impôts et de taxes. C'est un coup de canif dans le contrat passé il y a 7 ans entre M. Reagan et le pays. À son entrée à la Maison-Blanche, en 1981, le président s'était engagé à ne jamais alourdir la fiscalité. Aujourd'hui, il n'a plus le choix. Le trou budgétaire pulvérise des records, moins 220 milliards de dollars en 86. La récente bourrasque de Wall Street est partiellement liée à l'impasse entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget. Depuis plus de 2 semaines, les 2 parties discutent âprement. Jeudi dernier, l'accord semblait enfin acquis, avant que surgissent de nouveaux obstacles. La Maison-Blanche veut éviter des coupes sombres dans les crédits de la défense. Les élus de l'opposition démocrate exigent que l'on épargne les programmes sociaux. Mais les uns et les autres connaissent l'enjeu de leur tractation. Ils savent que Wall Street est toujours sous le choc du 19 octobre, le fameux lundi noir. Un échec des négociations en cours pourrait donc replonger et la bourse de New York et les autres grandes places financières dans une nouvelle débâcle. Quand la Chine s'éveillera, c'est le titre d'un ouvrage célèbre d'Alain Perfit, ça vous le savez. Mais le ministre avait-il prévu que lorsqu'elle s'éveillerait, elle mangerait américain? C'est pourtant ce qui se passe en ce moment. Le premier fast-food Made in US en Chine vient de s'implanter en plein centre de Pékin, un signe évident de l'ouverture de ce pays vers l'Occident. Christian Héroux, Claude Hudelot. Elles ont osé. Elles, ce sont les autorités pékinoises qui ont permis l'ouverture d'un fast-food américain à moins de 200 mètres du mausolée de Mao. Quelle révolution pour ces nouveaux consommateurs qui découvrent un autre goût, venu d'ailleurs. Ainsi, passons sans y prendre garde, des raviolis chinois au hamburger, de la soupe au poulet frit et de la fameuse paire de baguettes à la fourchette bien française, maniée avec une certaine maladresse. Est-ce que ça coûte cher ou est-ce que c'est pas cher? Oui, ça coûte assez cher quand même. Mais
Ça représente presque un repas comme ça, un dixième salaire presque. Ça fait combien à peu près en francs français? En francs français, c'est à peu près 20 francs. Mais 20 francs pour vous, pour les Français, ce n'est rien. Mais pour les Chinois, c'est quelque chose. Révolution aussi car le fast-food est là-bas un plaisir haut de gamme que l'on peut s'offrir avec parcimonie. Mystérieuse affaire de rapt d'enfants en Espagne. La petite fille d'une célèbre chanteuse d'opéra rock sud-coréenne, Kimera, a été enlevée la semaine dernière. Les auteurs de l'enlèvement pourraient être connus de son mari, un milliardaire libanais. La princesse Kimera a lancé un appel aux ravisseurs. Patrice Velay. Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. À la télévision espagnole, l'appel de la dernière chance pour retrouver Mélodie, 5 ans, enlevée il y a une semaine sur le chemin de l'école. 4 hommes armés et masqués, très peu d'indices pour les policiers. Leur enquête s'oriente vers les anciennes relations d'affaires du père de Mélodie, Raymond Nakachian, un riche Libanais. Des relations d'affaires plutôt troubles. Certains de ses anciens associés seraient compromis dans un trafic d'or et de diamants, dans un scandale immobilier aussi. Vendredi, la famille a accepté de payer une rançon, 1 milliard de pesetas, un peu plus de 50 millions de francs. Et depuis hier, Raymond Nakachian utilise l'arme des ravisseurs de sa fille, le chantage. Il a lui-même fixé un ultimatum. Si mardi, Mélodie n'est pas libérée, plus question de rançon, plus question de céder. Version des policiers, la famille connaît les ravisseurs. Elle aurait même négocié avec eux par l'intermédiaire de la mafia. Cet après-midi, l'avocat de la princesse Kimera a promis 300 000 francs pour toute information et écarté l'hypothèse d'un rapt politique. La politique maintenant. Pourquoi pas Premier ministre de Raymond Barre si celui-ci est élu président avec une très large majorité. Cette petite phrase du socialiste Jacques Delors a vraiment frappé très fort et elle a alimenté le week-end politique français. Pascal Guimi. Chez Jacques Barrot, barriste, un oui mais à Jacques Delors. Des hommes nouveaux seraient les bienvenus chez Raymond Barre, à condition toutefois qu'ils rompent les amarres de leur socialisme originel. Socialiste justement Paul Quillès qui envisage lui une toute autre hypothèse. Après la présidentielle, il y aura bien un regroupement des forces politiques, une recomposition à droite, mais seulement si François Mitterrand est à l'Élysée. Michel Rocard de son côté souligne les différences entre les politiques du PS et de Raymond Barre, une manière feutrée de désavouer Jacques Delors. Pierre Bérégovoy, lui, enfonce le clou. Et le rassemblement qui est à faire doit d'abord se faire à partir de son camp. Mais une alliance gauche-droite ne me paraît pas possible. Dernier socialiste à parler aujourd'hui, Jean Popren, une attaque frontale. On peut dire que le camarade Delors a fait très fort. Alors, j'ai lu qu'il brouillait les pistes. Ah, je crois surtout qu'il brouille la ligne, ou qu'il essaie, de brouiller la ligne de partage entre la gauche et la droite. Enfin, André Lajoigny, communiste, il renvoie les deux camps dos à dos. Pour lui, Jacques Delors a dit tout haut ce que beaucoup au PS pensent tout bas. La déclaration de Jacques Delors, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et elle ne doit pas faire oublier la partie immergée de l'iceberg. Qu'est-ce que c'est que cette partie immergée de l'iceberg? Je m'explique. C'est la position fondamentale de la direction du Parti socialiste. Il ne faut pas oublier qu'en préparant et en tenant le congrès de Lille, c'est-à-dire le dernier congrès du Parti socialiste, l'hypothèse et la possibilité d'une alliance du Parti socialiste avec la droite a été formellement exprimée et adoptée par le comité directeur. Et j'y ajoute, parce que j'y repense à l'instant, cette métaphore d'Alain Madelin, le ministre de l'Industrie, qui ne croit pas, lui, à Delors en Barre, si vous avez compris le jeu de mots. C'est un rêve vieux de 236 ans qui va véritablement prendre corps à partir de mercredi, puisque la société Eurotunnel, chargée de la construction du tunnel sous la Manche, proposera des actions au prix de 35 francs l'unité, le même jour en Angleterre et en France. Si le public achète, malgré la mauvaise conjoncture actuelle de la bourse, les banques confirmeront alors leur prêt. Et dès lors, rien ne pourra plus empêcher l'achèvement du tunnel. Françoise Joly. Le tunnel sous la Manche se moque de la tempête. Alors même que le calme est loin d'être revenu sur les marchés financiers, Eurotunnel s'introduit en bourse. Une souscription qui porte sur plus de 7,5 milliards de francs.
Dès mercredi, à 35 francs l'unité, 3,5 milliards de titres vont être proposés à Paris, autant à la City, le reste sur le marché international. Une opération qui s'annonce plus difficile que prévu. Déjà, certains investisseurs internationaux se font moins gourmands. C'est le cas notamment des Japonais. Le tunnel sous la Manche est entièrement financé par des fonds privés. Pour sa réalisation, Eurotunnel emprunte également 50 milliards de francs. La liaison entre la France et l'Angleterre sera établie en 1993. À cette date, grâce aux navettes ferroviaires, moins de 35 minutes seront nécessaires pour traverser la Manche. Mais d'ici là, il faut creuser 50 km de tunnel et surtout franchir le cap de cette entrée en bourse. Un an après, ou presque, après les manifestations étudiantes contre la loi Devaquet en 86, les lycéens de la région parisienne devraient manifester mercredi prochain contre les classes surchargées, tandis que les étudiants, eux, défileront le jeudi de la semaine suivante, toujours à Paris, mais cette fois-ci contre le budget universitaire 1988. Cette décision a été prise par la coordination réunie ce week-end à Paris. Voilà une histoire que se répéteront pendant longtemps 189 perroquets colombiens exportés illégalement et qui transitaient par l'aéroport de Roissy. Ces oiseaux, qui font partie d'une espèce protégée et rare, représentent une valeur de 7 millions de francs. J'ai bien dit 7 millions de francs. Les douanes françaises ont intercepté la cargaison. Le ministre de l'Environnement, M. Alain Carignon, en personne s'est déplacé et les 189 perroquets vont être réexpédiés dès ce soir vers la Colombie. Gérard Beaufils. Dans des caisses sans eau, sans nourriture, ces perroquets sont arrivés vendredi à Roissy en provenance de Colombie et après 7 heures de transit, ils devaient être réexpédiés vers Bornéo. Sur intervention du service des douanes, constatant l'absence de documents administratifs en règle, cette exportation frauduleuse a été saisie en référence à la Convention de Washington qui régit le commerce des animaux sauvages. 500 000 perroquets sont officiellement commercialisés sur le marché international chaque année. 12 000 sont importés en France, par exemple. Mais à ces chiffres, il convient d'ajouter les importations illégales qui tendent à se multiplier en raison des profits substantiels réalisés. Les animaux sont des êtres vivants qui souffrent, qui meurent dans ces conditions de transport. On assiste là, pour de l'argent, à la suppression d'espèces menacées. Cela ne peut plus durer et je crois qu'il faut se battre tous avec les associations concernées pour que cela cesse. Les services vétérinaires de l'aéroport de Roissy, qui ne possèdent pas de structure d'accueil suffisante, ont néanmoins soigné ces animaux et fait accélérer la procédure de retour au pays. Les 189 perroquets survivants de l'Odyssée seront dès demain de retour à Bogota, dans leur environnement naturel. Le carnet de chèques avait remplacé l'argent liquide, il est en passe d'être lui-même remplacé par la carte de crédit. C'est déjà vrai dans les cabines téléphoniques par exemple, ça le sera peut-être demain dans les parcs-mètres, si l'appareil actuellement expérimenté est adopté à Paris et dans les grandes villes françaises. Alors Gérard Pabiot, toujours en avance sur l'information, a testé cet appareil pour vous. Un nouveau parc-mètre plus performant, on avait bien besoin de ça. Déjà que la voiture est une maîtresse exigeante, ça tout le monde le sait, elle est dépensière, butée même parfois, futile, coquette et surtout elle boit, elle n'arrête pas de boire. Par contre, elle n'est pas trop regardante pour ce qui est du logement. On peut très facilement lui apprendre le caniveau. Or, précisément, le caniveau en question devient une denrée rare et qui dit rare dit cher, normal. Et dans le théâtre de boulevard, comme c'est ici le cas, il faut toujours compter avec le troisième personnage. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans cette tragédie classique, très classique, on a donc, depuis belle lurette, appliqué le principe des 3 unités. Le lieu, le temps et l'action. Comme ça, tout le monde est content, enfin presque. Afin précisément de satisfaire tout le monde, un organisme bienveillant vient d'inventer la carte à temps réel portant votre numéro minéralogique. Et les 2 appareils correspondants, le Radiopark fixe pour la carte et le Veripark mobile à 2 jambes motrices. Le Radiopark est en fait un vilain rapporteur qui indique, éventuellement à distance, le temps qui nous est crédité au distributeur d'amendes que voici, par Veripark interposé. Vous me suivez ? D'après le fabricant, avec le modèle actuel, il y a beaucoup trop de temps perdu en allée et venue. Imaginons par exemple le cas du monsieur qui a un rendez-vous dont il ignore la durée. Il programme donc 1 heure, sur place il se ravise et il rajoute du temps, en perdant bien sûr le bénéfice du ticket précédent. Nouveau trajet pour constater que le rendez-vous est annulé. Retour pour tenter de récupérer l'argent du stationnement inutile, peine perdue. À présent,
Avec la carte, plus de problème. On peut programmer le maximum, le temps non utilisé et rembourser au retour. Un autre avantage du système, le procès verbal qu'on n'était jamais jusqu'alors sûr de payer, toujours à la merci d'une mauvaise écriture, d'un chiffre erroné, d'une grâce présidentielle intempestive. Aucun risque cette fois. Avec le Veripark, c'est imprimé sur place, on est sûr de l'avoir. Au mois de septembre, à 41 ans, il avait obtenu une dérogation pour participer au championnat du monde professionnel cycliste sur route. Ce n'est pas Gérard Pabiot, rassurez-vous. Aujourd'hui, au terme de 18 années de carrière, marquée principalement par une victoire dans le Tour de France et un titre de champion du monde, il raccroche. Son nom, Joop Zoetemelk, un Hollandais bien de chez nous. Thierry Blanco. 1980, 10 ans après ses débuts dans le Tour, c'est la victoire. Joop Zoetemelk a 34 ans déjà. Mais le plus fort, c'est sans doute son titre de champion du monde en 85. Faites le calcul, 39 ans. Époustouflant Zoetemelk, comme cette année pour la plus grande classique belge, l'Amstel Gold Race. Un véritable phénomène, mais c'est vrai qu'il a dû attendre longtemps, Zoetemelk. Chute dans le Midi Libre en 74, des mois pour revenir au meilleur niveau. Et surtout en face de lui, Eddy Merckx. Pas de chance, après Merckx, Bernard Hinault. Zoetemelk terminera 6 fois deuxième du Tour, 3 fois derrière le blaireau. Mais pour gagner comme il l'a fait sur le tard, de qualité, persévérance et obstination. Ajoutez à ça une parfaite hygiène de vie et la passion de son métier. Bref, l'histoire du plus français des Hollandais. Une star quitte le peloton, mais à 41 ans, qu'est-ce qui pouvait bien encore le faire courir? À part ça, justement, la passion du vélo. La danse sportive, c'est à la fois, comme son nom l'indique, un art et un sport. Et elle a ses adeptes, au nombre de 10 000 en France et bien plus en Angleterre ou en Allemagne de l'Ouest. Hier soir, à Cergy-Pontoise, avait lieu le championnat de France. En piste, Delphine Delasselle. D'abord, il y a des passes de tous les jours, et puis il y a le rythme, celui que l'on n'oublie pas. Et ce plaisir à deux qui font que ces pas 1000 fois répétés finissent en spectacle de lumière. Quand on rentre à l'école de danse, la journée de boulot, elle est passée, on ne pense plus à ça. Bon, c'est la soirée de danse. Et puis bon, quand je rentre chez moi, c'est la même chose. La danse est oubliée, c'est une nouvelle vie. En fait, on mène plusieurs vies à la fois. C'est très intéressant, très amusant. C'est un sport artistique. Il y a sport car il y a compétition, championnat, entraînement, artistique parce que c'est quand même de la danse. Il y a la musique, le rythme et les chorégraphies. Être champion ne s'improvise pas. Il faut des jours, des mois, des années d'entraînement, de complicité et de passion commune. Travailler et retravailler son look à coups de paillettes, de mousseline et de strass. 4000 en France, plusieurs centaines de milliers en Europe, y sacrifient temps, travail, loisirs et économie. L'apparence pour le public, c'est quelque chose de primordial presque. Le public, il attend que ça en fait, un couple en osmose et un couple très attrayant. De la valse en passant par la samba, il y a là un sport véritable avec ses amateurs, ses règles, ses championnats et ses professionnels. Les étoiles s'entraînent à Tokyo et à New York, mais la mecque de la danse sportive reste Blackpool, théâtre du British Open. C'est une très grande compétition où tous les couples étrangers se retrouvent au mois de mai pendant une semaine et c'est gigantesque, c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est même pas qualifiable tellement c'est beau. Tango ravageur, rumba lascive, cette discipline délicieusement rétro si aux années 80. Seuls quelques-uns deviendront professionnels, mais qu'importe s'ils ont déjà le regard, le look et l'élégance qui va nous faire rêver. Si vous voulez, vous pouvez continuer à danser, moi je ne peux pas. Je présente le journal, et en l'occurrence le tiercé de ce soir, avec ces résultats qui vont s'inscrire sur votre écran. Pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer l'As, le 2 et le 6. Ça rapporte 102 francs, c'est pas cher payé, 102 francs 50. Et puis il y avait un quarté plus, je crois aussi, qui va s'inscrire derrière. Voilà, quarté derrière, l'As, le 2, le 6, le 8. 288 francs, visiblement tous les favoris étaient à l'arrivée. On va prendre des nouvelles de la météo maintenant avec les prévisions de Sophie.
C'est le cas de dire, Daniel, le ciel aura meilleure mine demain, tout simplement parce que les nuages présents le matin vont se déchirer, car la perturbation qui affectait la France aujourd'hui va perdre de son activité au profit d'un anticyclone qui gonfle à nouveau au sud du pays. Résultat, le soleil pointera le bout du nez sur l'Aquitaine, sur le sud-ouest ainsi que sur le nord-ouest, en alternance avec quelques averses, des éclaircies un petit peu plus généreuses sur les régions méditerranéennes. La perturbation, on la retrouve sur les Pays de Loire, sur le centre, le massif central, le nord-est, les Vosges et les Alpes. Elle donnera encore quelques chutes de neige au-dessus de 1500 mètres. Les températures prévues pour demain sont sans grand changement par rapport à aujourd'hui. Elles s'échelonnent de 9 degrés à Cherbourg jusqu'à 12 degrés à Tours ainsi qu'à Nantes, et de 10 degrés à Lyon et à Clermont-Ferrand jusqu'à 18 degrés en Corse. Demain, nous serons le lundi 16 novembre. Nous perdrons 4 minutes de soleil et nous fêterons les Marguerites. Ah, superbe, c'est la fête de ma fille. Ce soir, le policier du dimanche, vaine recherche sur Antenne 2. Et puis, demain, je vous le signale, Télématin aura lieu en direct du restaurant Drouan, où aura lieu quelques heures plus tard la remise du prix littéraire le plus connu, le prix Goncourt. Et puis ce soir, je ne l'oublie pas, en fin de programme, vous retrouverez Philippe Gassot. Quant à moi, si vous le voulez bien, on se retrouve le week-end prochain. Bonsoir, excellente semaine sur Antenne 2, bien sûr. Au revoir.